nous allons reprendre. Nous voici arrivés au terme de notre colloque. Et je vous remercie beaucoup, frère Augustin Willy Wally, d'avoir accepté cette ultime conférence. Vous venez de la République démocratique du Congo, et d'un peu plus près quand même, de Louvain-la-Neuve, en Belgique, où nous collaborons au quotidien. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en théologie et d'un DEA en philosophie. Vous êtes actuellement doctorant-chercheur en philosophie à Louvain, à l'université de Louvain, spécialiste de la pensée d'un philosophe contemporain qui s'appelle Axel Honneth. Vous avez enseigné déjà plusieurs années en RDC la philosophie du droit, l'anthropologie culturelle, la philosophie de l'islam, à l'université de Kisangani et au Grand Séminaire. Vous enseignez actuellement la philosophie morale et politique en licence 3 à l'université d'Aumuni et vous êtes enfin l'enseignant tuteur des étudiants de premier cycle. Je tiens également à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de me retrouver dans ces échanges et m'avoir offert de plus l'opportunité de clôturer la série de conférences. Mon propos, je vais l'articuler autour de la problématique de la reconnaissance mutuelle, que j'estime être une problématique qui côtoie aussi la question, les problèmes abordés dans l'école de Salamanque, puisque la reconnaissance mutuelle vise toute la question des respects des droits des personnes, respect de leur culture, et ainsi de suite. La problématique de la reconnaissance mutuelle en philosophie, je l'aborde en philosophie, peut s'étendre sur beaucoup d'auteurs, commençant par Aristote, traversant Thomas d'Aquin, jusqu'à Rawls, voire même Paul Ricoeur, qui vient il n'y a pas longtemps qu'il a publié un ouvrage sur le parcours de la reconnaissance. Donc c'est très vaste. Alors je limiterai mon propos à deux auteurs spécialement. Donc je vais aborder ici la problématique de la reconnaissance mutuelle à partir de Axel Honneth et de Nancy Fraser. Axel Honneth est un philosophe et sociologue allemand. Il est depuis l'année 2001 directeur de l'Institut de recherche sociale appelé École de Francfort à Francfort et enseigne les cours de philosophie sociale. Il a écrit un ouvrage important en philosophie sociale et en philo-morale sur la lutte pour la reconnaissance. Et Nancy Fraser est une philosophe féministe et post-structuraliste qui, depuis l'année 1995, enseigne les sciences politiques et la philosophie à la New School University de New York. Elle a écrit un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la justice sociale, reconnaissance ou redistribution ?» Et tous deux, avec Axel Honneth, ils sont en train de discuter dans un ouvrage actuellement qu'ils ont écrit en anglais. Redistribution or recognition. Merci. Alors, les thèmes que je vais aborder, c'est la reconnaissance mutuelle comme fondement éthique du vivre ensemble. Lecture de Axel Honneth et de Nancy Fraser. Si l'on peut se permettre de le rappeler, l'école de Salamanque eut pour précurseur Francisco de Vitoria, dont les mérites ne sont plus à compter. En effet, contre le désir européen d'alors de vouloir s'approprier les terres non européennes et la souveraineté sur leurs habitants, tel le cas des Espagnols sur les Indiens, il a cherché à défendre les droits des gens, propres à chaque peuple. C'est à ce sens qu'il va davantage soutenir que les relations sociales entre les États ne devaient pas se construire sur la force, mais sur la justice et les droits. Et à en croire Scott, il aurait conçu une communauté internationale supérieure à des États tenus pour égaux malgré les différences des religions et des races.
Il aurait ainsi anticipé sur les pactes de la Société des Nations. C'est contesté. Ces raisons ont fait qu'il est considéré de nos jours comme le fondateur du droit international. Ses apports ont particulièrement une portée significative en philosophie morale, en ceci que Francisco de Vitoria a milité pour l'instauration de la reconnaissance réciproque entre le peuple indien et espagnol, fondée sur des valeurs telles que les droits et la justice. Sa vision n'est pas différente du combat mené de nos jours par certains philosophes, théoriciens de la reconnaissance, qui préconisent les valeurs morales au centre des rapports sociaux. Le recours sur les acquis de ces théories est une manière de rendre compte de la fécondité et de l'actualité de l'école des théologiens juristes de Salamanque. Dans cette communication, nous voudrions souligner l'importance de la reconnaissance mutuelle, voire des valeurs éthiques dans l'organisation de la vie sociale ou du vivre ensemble. Un accent particulier sera mis sur les valeurs du respect de l'autre et de l'estime sociale. Pour y parvenir, notre exposé se déroulera en deux moments principaux. D'une part, nous présenterons les théories de la reconnaissance selon Axel Honneth puis Nancy Fraser. D'autre part, nous analyserons la question de l'harmonie sociale sous l'angle des valeurs morales. Le point 1, la théorie de la lutte pour la reconnaissance selon Axel Honneth. Axel Honneth a conçu sa théorie de la reconnaissance comme une actualisation de la lutte pour la reconnaissance de Hegel. Et il trouve son point de départ dans les principes selon lesquels Mitt rejoint Hegel, à savoir que la reproduction de la vie sociale s'accomplit sous l'impératif d'une reconnaissance réciproque, parce que les sujets ne peuvent parvenir à une relation pratique avec eux-mêmes que s'ils apprennent à se comprendre à partir de la perspective normative de leurs partenaires d'interaction qui leur adressent un certain nombre d'exigences sociales. Ce faisant, il va distinguer, comme son prédécesseur, trois modes de reconnaissance. Ces trois modes sont vraiment essentiels pour comprendre la pensée de Honneth. Il y a l'amour, les droits et la solidarité. Et donc, je propose qu'on parcourt ces trois modes. A, la reconnaissance affective. S'appuyant sur les travaux du psychanalyste Winnicott, Honneth prétend qu'une première expérience de la reconnaissance se joue dans les relations affectives que nous tissons très tôt avec les personnes de notre entourage les plus proches et s'étend aux liens érotiques et amicaux que contractent les sujets tout au long de leur vie. De manière générale, elle est véhiculée par les liens affectifs puissants entre un nombre restreint de personnes. En tant que telle, cette relation passe par trois phases. La première est celle de l'intersubjectivité indifférenciée, qui se caractérise par une symbiose vécue entre le nourrisson et sa personne de référence. Vient ensuite celle de l'équilibre entre dépendance et autonomie, et enfin celle du précaire équilibre entre autonomie et dépendance, grâce auquel l'enfant finit par acquérir la capacité d'être seul. Cette dernière issue coïncide avec la définition hegelienne de la reconnaissance amoureuse, à savoir être soi-même dans un étranger. Dans les deux cas, il s'agit d'accéder à des liens intersubjectifs où l'indépendance individuelle des personnes a pour appui leur attachement réciproque. Au bout des comptes, ce qui est visé, c'est l'établissement de la confiance de soi. Le sujet y parvient lorsqu'il conquiert son autonomie vis-à-vis de son semblable.
de ces faits, on pourrait donc croire que la relation d'amour se distingue uniquement par un mode de reconnaissance offrant le caractère d'une acceptation cognitive de l'indépendance de l'autre. C'est pourquoi la reconnaissance désigne ici les doubles processus par lesquels on franchit et simultanément on lie émotionnellement l'autre personne. Le deuxième mode de la reconnaissance juridique. Ce deuxième mode est conçu autour de la notion du droit, que Honnête présente comme étant la forme de reconnaissance qui veut que l'individu soit reconnu et traité comme être rationnel, libre et singulier. Ce qui lui permet en retour d'obéir à un univers, à la loi qu'il compte. L'individu parvient alors au développement du respect de soi. Donc si la reconnaissance affective conduit l'individu à développer la confiance de soi dans ses mouvements de l'autonomie et de dépendance, la reconnaissance juridique contribue plutôt au développement du respect de soi. L'auteur parle non de respect en soi, mais de respect de soi. Il faut bien saisir cette nuance. Selon Axel Honneth, on ne parvient à un tel respect que lorsqu'on prend en compte les droits fondamentaux de l'individu. S'inspirant des analyses de Marshall sur les 3 générations des droits, il en vient à distinguer 3 formes des droits fondamentaux. D'abord, les droits civils, qui protègent la personne dans sa liberté et sa vie face aux divers empiètements. Ici, l'accent est mis sur l'universalité de la liberté qui, depuis Kant, donne sens au concept de reconnaissance sur le plan juridique. Vient ensuite les droits politiques qui garantissent la participation au processus de la formation de la volonté publique ou au suffrage universel. Les derniers, enfin, concernent les droits sociaux qui assurent à l'individu une part équitable dans la distribution des biens élémentaires en matière de santé, d'éducation et de travail. Ces 2 dernières catégories des droits fondamentaux, à savoir les droits politiques et les droits sociaux, insistent sur l'égalité dans le traitement des sujets. Il s'agit de l'égalité dans les jugements apportés sur la res publica ou la loi devant régir la vie dans la société et de l'égalité matérielle des chances afin de permettre la même attribution des droits que la répartition des ressources. Ces 3 axes des droits, à savoir les droits civils, droits politiques et droits fondamentaux, selon Axel Honneth, autour desquels culmine plutôt la pensée juridique d'Axel Honneth, contribuer, c'est autour de ces 3 axes, droits politiques, civils et sociaux, qu'il tire bien sûr de Marshall, qu'il va construire sa conception des droits juridiques ou des droits, qui contribuent en fait au développement des respects de soi. Ainsi, vivre dans la société sans droits individuels, c'est n'avoir aucune chance d'acquérir le respect de soi-même. Avoir des droits, cela permet de garder la tête haute, de regarder les autres dans les yeux et de se sentir fondamentalement égal de tous. C'est avoir un minimum de respect pour soi-même. Respecter les personnes, ce n'est peut-être que respecter leurs droits. Le 3e mode, la reconnaissance sociale. Pour établir une relation ininterrompue avec eux-mêmes, les sujets humains n'ont pas seulement besoin de faire l'expérience d'attachement d'ordre affectif ou de reconnaissance juridique. Donc, les sujets ne peuvent pas développer un rapport positif à eux-mêmes, puisque c'est autour de cela que concourt toute la pensée des honnêtes. Ils ne peuvent pas arriver à développer un rapport positif envers eux-mêmes qu'avec cette conception d'acquérir la confiance de soi, le respect de soi.
il faut de plus jouir d'une estime sociale qui leur permet de se rapporter positivement à leur qualité et à leur capacité concrète. Chez Hegel, cette relation correspond à la vie éthique ou à l'éthicité. Mead la situe plutôt dans les modèles institutionnalisés de la division coopérative du travail. Mais l'effectivité de cette relation exige de la rapporter chez Honneth à un horizon commun des valeurs à travers lesquelles chaque sujet mesure l'importance de ses qualités personnelles pour la vie de l'autre. Le rôle de cet horizon des valeurs est de servir de référent pour apprécier les caractères individuels parce que la valeur sociale des sujets se mesure à la contribution qu'ils apportent pour la réalisation des fins poursuivies par la société. En d'autres termes, c'est la société qui donne les cadres dans lesquels sont perçus et appréciés à leur juste valeur les qualités et les caractères dont chaque individu se distingue socialement. En ce sens, la notion de l'estime de soi permet d'attribuer positivement et objectivement à la personne ses qualités de manière à conforter la confiance de soi au moyen des impressions qu'on a de sa propre valeur dans la société. De ce point de vue, plutôt ces points constituent les points les plus culminants de la pensée de l'auteur, puisqu'il n'y a rien qui coûte à un individu que son honneur, dont la mésestime constitue l'atteinte. Le second auteur dont les apports sont nécessaires pour notre analyse, c'est Nancy Fraser, qui complète la notion de la reconnaissance telle que vue par Axel Honneth. Le point 2, Nancy Fraser et la justice entre redistribution et revendication identitaire. Nancy Fraser cherche à construire une conception générale de la justice qui combine à la fois des revendications moralement défendables en faveur de l'égalité sociale et des revendications tout aussi moralement défendables en faveur de la reconnaissance identitaire. Car c'est de ces deux composantes qu'on arrive à la notion de la justice sociale. Sur le plan politique, le défi consiste à créer une plateforme d'engagement démocratique qui servirait de base, par-delà leur division, à l'élaboration d'un programme large et inclusif qui intégrerait ce qu'il y a de plus positif dans les revendications pour une meilleure redistribution et ce qu'il y a de plus positif dans les revendications en faveur de la reconnaissance identitaire. Nancy Fraser s'oppose à la réduction de toutes les reconnaissances ou les revendications de la reconnaissance à la seule préoccupation identitaire des statuts des groupes. Non plus que cela puisse renvoyer seulement à la distribution équitable des droits et des ressources aux classes sociales. Il y a en fait des injustices liées à des revendications de reconnaissance identitaire, mais il y en a aussi qui naissent des inégalités socio-économiques. Les modes de traitement peuvent être différents, mais ils requièrent tous la parité de participation. Cette notion est très importante chez Nancy Fraser. Donc, il privilégie dans les deux processus, que ce soit la reconnaissance des identités, comme la reconnaissance en termes de redistribution. Ce qu'il met au centre, c'est le problème de la parité de participation, permettre à tous de pouvoir répondre de la même manière. De ce fait, si reconnaissance et redistribution doivent être constitutives de la justice sociale, c'est parce que toutes ont préconisé la parité de participation dans leur déploiement contre les inégalités. Cette notion implique l'accomplissement de la justice, que l'accomplissement de la justice jaillisse quand des individus parviennent à interagir avec les autres en tant que pairs.
Ceci n'est possible qu'à condition que, d'une part, les ressources matérielles soient distribuées de manière à permettre aux participants de jouir de leur indépendance et de toute la latitude d'expression nécessaire à la pleine participation. Il s'agit là de l'exigence qui a pour but d'empêcher que s'instaure l'inégalité matérielle et la dépendance économique qui font obstacle à la parité de participation, ce qui permet d'éviter les exclusions économiques, obstacle à la parité de participation. Oui. En ce sens, pour éviter les exclusions économiques plutôt et l'exploitation, la disparité matérielle de toutes sortes qui font que certaines personnes n'ont pas de chance d'interagir avec les autres sur le même pied d'égalité, il faut promouvoir la parité de participation. D'autre part, il est supposé que la norme culturelle institutionnalisée traite tous les participants avec le même respect et leur offre la même chance de jouir de la considération des autres. Ainsi, doit être bannie toute norme culturelle qui déprécie systématiquement certaines catégories de personnes et les traits ou qualités qui les définissent. Doit être banni également tout système de valeurs institutionnalisé qui néglige d'accorder à certains groupes et individus le plein statut de partenaires dans la dynamique sociale, que ce soit en les cantonnant dans les différences ou alors en ne reconnaissant pas leurs spécificités. De ce qui précède, il se dégage deux préalables indispensables à la parité de participation. Le premier, basé sur les conditions socio-économiques, peut être qualifié d'objectif. Il met en relief les préoccupations généralement associées à la théorie des justices distributives en ce qui concerne la structure économique de la société et les différences des classes. Le second, dit intersubjectif, suppose une prise en compte de la problématique de la reconnaissance identitaire et les hiérarchies des statuts culturellement définis. Vu sous cet angle, une conception duale de la justice fondée sur la participation paritaire recoupe à la fois la distribution et la reconnaissance sans subsumer l'une en l'autre. Ce faisant, l'auteur réintroduit la question de la redistribution ou de l'économie sur laquelle beaucoup de théoriciens de la reconnaissance tendent à rester silencieux. Et elle montre ainsi que les dénis de reconnaissance sont dus également aux injustices socio-économiques dont certaines personnes sont victimes dans nos sociétés. Après la présentation de ces théories de la reconnaissance, on peut sans doute se demander ou se poser des questions pour savoir ce que cela importe pour nous. Que peut-on retenir de cette réflexion qui puisse contribuer à harmoniser la vie sociale? Quelles sont les valeurs morales qui peuvent nous aider à repenser notre vivre ensemble? D'où le troisième point, penser l'harmonie sociale à partir des valeurs morales de la reconnaissance. Les théories de la reconnaissance, grâce à leurs valeurs positives, offrent la possibilité de repenser et de structurer les rapports sociaux autrement, en ramenant les hommes sur la voie de la réciprocité positive. Notre lecture nous limite à deux valeurs fondamentales autour desquelles nous voyons la mobilisation de toute la vie sociale. Il s'agit respectivement du respect d'autrui et de l'estime sociale. Le point A, le respect d'autrui. D'une part, ce respect exige de considérer la personnalité et l'autonomie du partenaire, ce qui implique que l'on traite autrui en tant que liberté inhérente et fin non réductible à son utilité, doté de pouvoirs d'expression infrangibles. Pour cela, il est requis de bannir
toutes les interférences arbitraires qui peuvent limiter l'exercice d'un tel pouvoir, surtout la liberté d'expression et de manifester sa désapprobation contre tout ce qui implique la chosification ou la déconsidération de la personne humaine comme fin. Je m'excuse, il y a le soleil. Sans la jouissance de cette liberté, la personne se voit privée de sa capacité d'interagir sur un même pied d'égalité avec d'autres. En ces conditions, il devient moralement difficile de féconder la vie sociale, d'où l'importance de la loi pour protéger les individus contre les empiétements qui menacent leur sphère de liberté. Et hier, nous avons suivi comment Las Casas a milité pour que l'on parvienne au respect de la liberté et de la dignité des Indiens. D'autre part, ce respect demande que l'espace soit accordé à l'individu pour se prononcer sur la formation de la volonté publique et sur le fonctionnement des pouvoirs publics, sans être frustré dans sa prise de position. Par exemple, respecter son droit, les droits de l'individu de participer au processus électoral et faire les choix qu'il désire sans qu'il ne fasse objet d'une menace. Respecter son choix par-delà les intérêts politiciens et partisans, etc. Dans tous les cas, quand certains membres de la communauté sont privés de leurs droits politiques, donc les droits de se prononcer, puisqu'ils sont obligés au silence et à la contrainte, ou lorsqu'ils voient leurs options mises de côté au profit de certains calculs, il s'opère un déclic du respect de soi dont les conséquences influent sur l'harmonie de la vie sociale, laquelle devient un espace de revendication de respect de soi en vue de reconstruire de nouveau les rapports mutuels. Sur le plan social, ce respect envers autrui oblige à la justice distributive dans la répartition des ressources de manière à privilégier la parité de participation au niveau politique. Puisque les individus ne peuvent prendre part aux décisions de la res publica que s'ils sont garantis d'un certain niveau de vie égal ou lorsque on assure à chaque membre une part équitable dans la distribution des biens élémentaires. En ce sens, l'égale participation parvient à être entravée lorsque certains acteurs manquent de ressources économiques pour interagir avec d'autres en tant que pairs. La distribution unique creuse en ce sens un fossé dans la vie sociale et permet la subordination des uns par rapport aux autres. On n'ignore pas, certainement, que les inégalités plutôt économiques sont inévitables. Mais il doit y avoir un seuil au-delà duquel la distance qui sépare les nantis des dominis est telle qu'elle rend pratiquement impossible quelque parité que ce soit pour permettre l'équilibre dans la vie sociale. Donc il ne faut pas qu'il y ait un grand écart. Certes, la redistribution, c'est-à-dire le respect des droits premiers, ces droits premiers que j'appelle les droits civils, politiques et sociaux à la suite des auteurs que j'ai exploités, par ce respect, il est supposé l'établissement d'une société équitable, mais il est insuffisant pourtant pour l'éclosion des respects de soi des individus, pour que les individus puissent vraiment conquérir cet espace de respect de soi. Car il ne suffit pas que les droits fondamentaux soient équitablement et efficacement distribués. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer les mots dessous lesquels ces droits sont reconnus seulement. Il faut aussi prendre en compte les genres de leur redistribution ou de leur distribution. C'est en ces termes plutôt que Avishai Margalit, c'est un philosophe israélien qui a beaucoup écrit autour des conflits entre Israël et Palestine.
il va soutenir, il va s'exprimer en défendant l'idée d'une société décente à côté de la société équitable, montrant ainsi que la décence doit prendre le pas sur la justice. En ce sens qu'une société décente ne s'occupe pas seulement de voir chaque individu respecté dans ses droits, mais prend en compte la procédure, la manière ou le genre de la distribution de ses droits. Il faut qu'il soit acceptable, c'est-à-dire qu'il doit être une manière humaine qui n'humilie pas les bénéficiaires. Ce qui importe, d'établir des conditions pour que les institutions n'humilient pas les personnes placées sous leur autorité et que les citoyens n'en humilient pas autant. Puisqu'on juge une société décente par sa manière de traiter les gens qui dépendent de ces institutions, même s'ils n'en sont pas membres, tels que les réfugiés, les sans-papiers, les travailleurs étrangers, qui, faute de mieux, se livrent au sale travail sans pour autant être reconnus comme des citoyens. Tous ces faits dénotent l'exigence qu'il y a de respecter décemment les droits des individus. Sinon, on entame le bon fonctionnement de la société ou du vivre ensemble en faisant de l'espace social un lieu d'antagonisme où chacun vit pour sauvegarder son existence et c'est au détriment du bien de l'autre. Francisco de Vitoria, à son temps, voyait en ces exigences tout l'arsenal des droits des gens, qui sont des droits naturels sur lesquels la vie en société se fonde. En théorie de la reconnaissance, elle constitue des droits fondamentaux des individus qui structurent toute la cohabitation sociale. En plus de ce respect dû à chacun, la construction de la vie sociale dépend également de l'estime sociale des personnes et de leur groupe. D'où le point B, l'estime sociale. La notion de l'estime sociale renvoie chez Axel Honneth à la sphère de solidarité. Il y a en effet deux interprétations possibles à ce niveau. La première, qui remonte directement de l'auteur, c'est-à-dire d'Axel Honneth, porte sur l'estime des contributions de chaque individu au sein d'une communauté. Il s'agit de reconnaître la valeur des qualités individuelles par lesquelles chaque individu contribue à la vie sociale. Ce qui suppose bien sûr un critère normatif qui permet de dire que telles contributions sont estimables ou non. Car, pense Honneth, l'horizon des valeurs porte en son sein la possibilité de la reconnaissance sociale des membres des groupes. De la sorte, pour parvenir à des rapports sociaux positifs, il est impérieux que les valeurs particulières par lesquelles chaque individu se confirme comme membre actif d'une communauté soient positivement et objectivement appréciées pour éviter les mécontentements et les frustrations. Par exemple, le cas d'un salaire juste qui récompense les efforts fournis pour un travailleur et qui témoigne que l'individu vaut quelque chose par ses contributions. Cette reconnaissance est d'autant plus utile qu'elle permet à l'individu de s'estimer important et, partant, de s'engager à vivre de manière à construire avec tous. Mais dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles, puisque cette interprétation, ça vaut pour une communauté qui intègre une certaine habitude, qui se construit autour d'un certain nombre de valeurs. Mais dans nos sociétés qui, de plus en plus, sont constituées de beaucoup de cultures, une telle interprétation, parfois, ça ne peut pas coller. À ce niveau, la notion de l'estime de soi renvoie de nouveau au respect, cette fois-ci de la différence, terme cher à Charles Taylor. Taylor, c'est un philosophe qui a aussi beaucoup écrit, qui a beaucoup milité contre les injustices culturelles au Canada, dans les conflits qui opposaient le Québec et le reste du Canada dans les temps. En d'autres termes, il s'agit de respecter l'intégrité culturelle autour de laquelle se regroupent les individus.
En effet, comme le remarque bien Hervé Pourtois c'est mon promoteur comme information, comme le remarque bien Hervé Pourtois, si l'appartenance des individus à leur propre culture mérite le respect, cela ne peut tenir à la valeur intrinsèque de cette culture, compte tenu d'une conception substantialisée de la vie bonne. Cela se justifie plutôt par le fait que cette culture génère chez ceux qui y adhèrent un sentiment d'estime de soi. On concourt ici à développer le sentiment d'estime de soi par le respect de la culture ou de la différence de l'autre, qui est une condition structurelle essentielle de l'accès à la vie bonne, à l'aptitude à construire son identité. Par conséquent, les actes ou les attitudes qui impliquent une altération d'une forme de vie culturelle ne constituent une atteinte à l'intégrité culturelle que si cette altération a pour conséquence de miner de manière irréparable l'estime de soi de ceux qui y adhèrent, à cette culture, en les dépossédant de tout référent sur lequel puisse se fixer leur identité. Et les demandes de reconnaissance n'auront comme objectif que d'obtenir le respect de l'intégrité culturelle. Ici, la reconnaissance poursuit indirectement comme objectif d'assumer l'existence continue d'une communauté par la promotion de ses pratiques et plus directement, elle veut faire accepter et estimer les objectifs ainsi que les orientations les plus substantielles d'une culture. On voit donc que l'atteinte portée à l'intégrité d'une culture n'affecte non seulement ces groupes culturels, mais chacun de ses membres, puisque les individus sont privés du référent à partir duquel sont estimées leurs contributions à la vie sociale. D'une interprétation à une autre, donc d'une interprétation qui va en considérant les groupes de façon interne ou les rapports des groupes à un autre groupe, on mentionne les soucis de parvenir à estimer et à respecter les valeurs sociales de chaque personne et de chaque groupe. Cette forme de reconnaissance est évaluative et fustige les regards de dénigrement portés sur le mode de vie individuel et collectif et sur la valeur de leurs activités. Car ceci constitue une atteinte ou une offense à la dignité des partenaires sociaux, le fait de ne pas considérer, apprécier la culture de l'autre, c'est-à-dire le fait de déprécier certains modes de vie, puisqu'elles nous sont étrangères, de juger certaines valeurs inférieures ou imparfaites serait à l'origine des mots qui désarticulent la vie sociale. L'exigence de reconnaître, c'est-à-dire d'estimer la culture d'un groupe différent d'une autre, relève essentiellement de la justice sociale. Mettre ainsi cette justice au centre de la considération mutuelle, c'est vouloir la survie d'une autre culture. C'est de cette justice dont parle Francisco de Vitoria, en tant qu'elle est le pivot des relations entre les entités qui n'ont pas un même référent. Pour conclure, je me pose quelques questions auxquelles je vais répondre aussi. Comment peut-on véritablement construire la vie sociale? À quelle valeur s'en tenir pour la solidité de notre vivre ensemble? Certes, ce n'est pas en usant de la force. Las Casas l'a montré hier. Et Vitoria, au-delà des raisons pour la guerre juste, le montre aussi. Mais c'est plutôt en utilisant ou en se servant de valeurs comme les droits, la justice. Mais dans la théorie de la reconnaissance, nous avons soutenu qu'il faut privilégier le respect de l'autre et l'estime sociale. Je vous remercie. Un très grand merci, frère Augustin, pour cette excellente présentation, communication. Nous avons 20 bonnes minutes de discussion avant de conclure ce colloque.
Merci Augustin pour ça. J'ai noté dans les pensées de saint Thomas d'Aquin, il y a une correspondance à ce que vous avez dit, parce que pour lui, quelque chose qui provient d'Aristote, chez Aristote, il y a le sens que les sentiments d'amitié envers les autres proviennent des sentiments d'amitié envers nous-mêmes. Okay. Donc, et saint Thomas prend ça dans la Somme et il dit dans la structure de la charité, okay, le mot propre, la charité envers nous-mêmes, et entre la charité envers Dieu et envers les autres. Donc, et il dit que la charité envers nous-mêmes est forme et racine de la charité envers les autres. Donc, je note une correspondance entre les pensées modernes et ce qui est donné aussi dans la tradition de saint Thomas. Plutôt, c'est pas très développé dans le sens personnaliste, mais les principes sont là. C'est plutôt une observation. Oui, je vous remercie. C'est judicieux ce que vous dites. Je pense que c'est un soubassement à partir duquel il faut partir pour projeter les mêmes sentiments envers autrui. Je les considère comme un soubassement, mais les plus directs, c'est que l'on doit parvenir à accorder un espace à l'autre. Donc, comme Honnête l'a dit, dans l'espace, dans le monde des relations, la reconnaissance affective, il faudra accorder à l'autre un espace de sa dépendance envers lui-même. Et cela n'est possible que quand on se considère soi-même, on a soi-même aussi les besoins de se sentir autonome, soi-même d'abord, c'est-à-dire ce retour de l'amitié envers soi-même, et qui mobilise tout l'effort de pouvoir remettre l'autre aussi dans ces conditions, pour qu'il arrive à créer en lui ces sentiments de confiance en lui-même. Parce que s'il n'y a pas la possibilité pour un individu de développer à lui ses capacités de se voir autonome et qui doit à chaque moment se sentir dépendant, je crois que les rapports avec l'autre, ça posera toujours des problèmes, puisqu'il n'a pas d'espace pour se sentir lui-même. Merci Augustin donc pour cette communication. C'est toujours très courageux d'ailleurs de parler le dernier parce qu'on arrive au bout. Et donc Axel Honnête, donc disciple de Habermas, hein, on est bien d'accord. La question qui me venait à l'esprit en t'écoutant, est-ce que ça le conduit, là je pense au contexte occidental, à une reconnaissance des droits culturels, notamment des minorités culturelles? On dit, est-ce que il y a un espace d'intersubjectivité, si je comprends bien pour lui, à partir de la philosophie hegelienne, que tu as souligné, est-ce que ça le conduit à cette dimension-là, dans la constitution d'une communauté politique? Est-ce qu'il y a des droits des minorités culturelles? Est-ce que c'est une réalité? Oui, en fait, la problématique de la reconnaissance est honnête. Poursuit cet objectif-là, devait culminer dans la reconnaissance, ce qu'il appelle les troisième modes de reconnaissance, l'estime sociale, donc reconnaître l'autre dans sa culture, ainsi de suite. Mais seulement que chez lui, on ne trouve pas une élévation à la dimension politique, comme on le verrait chez Charles Taylor, par exemple, qui parle clairement des problèmes des minorités, la minorité québécoise, ou chez Nancy Fraser, qui aborde des minorités féministes, par exemple, des groupes homosexuels, ainsi de suite. On retrouve pas cette dimension-là chez Axel Honnête. Il développe sa conception plutôt en défendant une position de respect de l'autre à l'intérieur d'un groupe culturel donné. Mais si on s'ouvre à d'autres auteurs que je viens de citer, et c'est l'interprétation que j'ai donnée en deuxième position de l'estime sociale, ça implique le développement, le respect d'une autre culture, en fait. C'est ce que je pense.
Merci beaucoup, frère Augustin. Nous allons maintenant conclure ce colloque. À quelle heure on avait prévu la conclusion ? Donc dans 10 minutes, une petite pause et dans 10 minutes, une dernière petite séance d'1 quart d'heure de conclusion. Donc nous nous retrouvons dans 10 minutes. Volvemos dentro de 10 minutos aquí mismo para las conclusiones.